Sartre s'engage tout entier dans la lutte pour la paix et l'indépendance du Vietnam. Il a accepté de présider le tribunal Russell, qui doit juger les crimes de guerre au Vietnam. Alors, pour en venir à la guerre du Vietnam proprement dite, pourquoi aujourd'hui vous préoccupe-t-elle tellement? Je veux dire, quel type de danger comporte-t-elle? Eh bien, naturellement, c'est une banalité, mais une vérité de dire qu'elle comporte un danger nucléaire certain, un danger de guerre générale et nucléaire certain. Mais ce n'est pas dans cette perspective que je me place pour prendre position vis-à-vis de la guerre du Vietnam. Ce n'est pas non plus, bien que ce soit une chose absolument visible, d'un point de vue éthique, qui consisterait à dire ce qui est vrai, qu'il s'agit de l'agression d'un peuple de 200 millions d'hommes, riches, super armés, contre une nation où les paysans dominent, qui est quelques millions d'hommes, et qui n'a pas les moyens de répondre aux agressions aériennes, par exemple, bien que cependant elles tiennent et elles tiennent dur. Ce n'est même pas de ce point de vue. Car ici, la position qu'on doit avoir est une position non pas seulement morale, mais politique et sociale. En vérité, la guerre du Vietnam représente à la fois la réalisation dernière et le symbole de ce que c'est que l'impérialisme. L'impérialisme qui est le résultat de certaines structures sociales, à savoir de la forme du capitalisme monopolistique d'aujourd'hui. Là, je vois ici notre plus grand danger. C'est-à-dire que, étant précisément à l'intérieur d'une société capitaliste, étant déchiré par les contradictions de cette société, à partir de là, souhaitant une autre société, je me trouve du côté de ceux qui dénoncent précisément cette société et qui luttent contre elle. Et précisément à cause de ça, je constate que le dernier développement de l'impérialisme, c'est la guerre du Vietnam qu'il donne. Parce que les seules raisons que l'on peut donner pour la présence agressive des Américains au Vietnam, ce sont des raisons qui concernent l'impérialisme. Des raisons non pas tellement économiques dans ce cas-là que politiques et stratégiques. C'est précisément pour ça que je considère que si on abandonne cette lutte pour l'indépendance du Vietnam, je dis bien pas seulement pour la paix, mais pour l'indépendance du Vietnam, si on l'abandonne, si on laisse faire, c'est admettre que la société capitaliste, avec ses chaos, ses contradictions, mais sa possibilité aussi bien de colmater toutes les fissures, va se continuer. C'est admettre que la coexistence pacifique sera au profit des impérialistes. C'est admettre, si vous voulez, que les Américains, dans le monde actuel, peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est accepter l'hégémonie américaine. Un triomphe des Américains au Vietnam, ce serait en même temps une sorte de triomphe anticipé dans l'Amérique latine. Ça aurait pour effet de décourager un certain nombre de gens, de faire régner une Pax Americana sur le monde. C'est précisément cela que un grand nombre de gens dont je suis veulent combattre. Mais Sartre, enfin, ce tribunal dont vous êtes le président, qui êtes-vous pour juger? Ce tribunal est prévenu, votre siège est déjà fait. Il y a des gens qui se disent que ça pourrait être une sorte de tribunal de comédie. Vous me posez plusieurs questions à la fois, et je vais essayer de vous y répondre successivement. D'abord, qui êtes-vous pour juger? Qui je suis, mais n'importe qui. Ce que le tribunal veut précisément faire, c'est que n'importe qui soit concerné, que n'importe qui puisse apprécier d'une manière juridique, en fonction d'un certain nombre de lois internationales que nous n'inventons pas, qui existent, la politique américaine. Vous savez que Luther disait « tous les hommes sont prophètes ». Eh bien, en somme, tous les citoyens doivent être capables de juger, d'apprécier.
Ça veut dire, il y a des lois internationales, nous ne les inventons pas. Il y a des lois établies par la Convention de Genève, par le pacte de Briand-Kellogg. Il y a des lois auxquelles les Américains ont mis eux-mêmes la main, c'est-à-dire les statuts de Nuremberg qui ont permis de juger les coupables. Qui étaient les Américains pour juger ces coupables? Ils étaient uniquement les vainqueurs, car il est bien évident que si les Allemands avaient été vainqueurs, il y aurait peut-être eu des tribunaux, mais c'est Churchill ou Eisenhower qui auraient passé devant. Donc, la force ne donne pas la légalité. Et ce qui a précisément taché le procès de Nuremberg aux yeux de beaucoup de gens d'irrégularité, c'est qu'au fond, il était fondé sur la force, sur une victoire. Ce qu'il y a au contraire dans notre cas, c'est que nous n'avons aucune force. Nous n'avons aucun pouvoir. Je vous le répète, c'est ça le caractère des intellectuels. Et nous ne pouvons pas donner de sanctions, nous ne pouvons pas décider que nous allons châtier tel individu ou tel groupe d'individus, parce que ce serait absurde, nous n'avons pas les moyens. Mais ce que nous avons le droit de faire, c'est de dire, vous, impérialistes, qui avez fait des lois générales et internationales contre certains aspects que peut prendre une guerre, tombez-vous ou non sur les lois que vous avez fait vous-même, sous le coup de ces mêmes lois. C'est-à-dire qu'au fond, nous n'inventons aucune loi, nous nous bornons, en tant que citoyens, à voir si ces lois permettent ou non de condamner une entreprise et les responsables de cette entreprise. Voilà exactement en quoi le fait d'être n'importe qui permet de faire un jugement plus légal, à la condition justement qu'il ne soit pas exécutoire, que un jugement qui serait fait par un tribunal institué par la force, car dans le domaine international, il n'est possible de faire une jurisprudence que basée sur la force. Autrement dit, le tribunal de La Haye ne fait rien du tout, parce que le tribunal de La Haye n'a pas de force. L'UNO ne peut rien juger du tout, parce que l'UNO n'a qu'un embryon de force. C'est déjà trop, parce qu'il y a des intérêts en jeu, pour permettre une vraie légalité, mais ça n'est pas assez pour permettre un vrai jugement. Et vous me direz, mais au fond, vous vous mêlez de ce qui ne vous regarde pas, puisque effectivement, il s'agit d'une guerre entre les Américains et les Vietnamiens. À cela, je vous répondrai d'une part que cela regarde tous les hommes, étant donné que justement le danger d'une guerre atomique ou le danger de l'établissement d'une Pax Americana nous menace tous. Et deuxièmement, je vous dirais que l'intellectuel est ainsi fait qu'il se mêle toujours de ce qui ne le regarde pas. Parce que va-t-on reprocher à un intellectuel? Précisément ce que mes amis me reprochent. Mais faites donc votre travail sur Flaubert. Laissez donc les Américains tranquilles, ça ne vous regarde pas. Flaubert vous regarde. Mais ça n'est pas vrai. Ce qui me regarde profondément, c'est justement ce qui ne me regarde pas. C'est-à-dire, c'est le fait que dans mon travail même, sur Flaubert ou sur autre chose, j'entre en contradiction avec moi-même. Et j'entre en contradiction avec la société extérieure. Et je ne puis terminer ce travail que si, en même temps, je fais partie, par exemple, de ce tribunal. Parce que la guerre du Vietnam conteste mon travail, et d'une certaine mesure, mais sans efficacité, mon travail conteste cette guerre.